Bonjour à tous ceux qui me regardent. Félicité Marcel Esso, sage-femme cadre formatrice en unité de gynécologie obstétrique. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous voyez que je tiens un bébé, un fœtus, et je suis enceinte. Je vais vous parler des mécanismes généraux de l'accouchement. Et ce que je vais choisir pour vous ce soir, c'est la présentation du sommet. Donc, la présentation de la tête en bas et la tête bien fléchie. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter en un mot, c'est quoi l'accouchement. Je vais définir l'accouchement. Ensuite, je parlerai des spécificités. Et ensuite, je vais mettre un accent sur les phénomènes préparatoires à l'accouchement. Et à la fin, nous allons dérouler un tout petit peu l'accouchement proprement dit. Alors, nous allons commencer. L'accouchement, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques, mécaniques, dynamiques et plastiques qui concourent à la sortie du fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles après une période de vie de 22 semaines. Alors, pour bien comprendre ce que nous allons faire, et dans cette préparation, dans cette présentation, nous avons deux cas de figure, la préparation mécanique et la préparation dynamique. En un mot, lorsque le fœtus se retrouve in utero dans le ventre de sa maman, donc pour se préparer à sortir, ce fœtus doit d'abord faire ou subir les phénomènes d'accommodation. Parce que le phénomène d'accommodation, ce sont les phénomènes qui permettent au fœtus d'orienter ses diamètres et de les accommoder au bassin maternel qui est appelé le passage. Et lui, le fœtus qui arrive, est appelé le passager. Et tout cela se fait dans une sphère appelée utérus qui est le centre des contractions utérines. Alors, comment cela se passe? Venez, je vais vous expliquer. Alors, au départ, nous avons des phénomènes d'accommodation. Accommodation. Qui veut dire que, au moment de l'accouchement, cet enfant, ce fœtus, va subir deux grands phénomènes. En même temps, les phénomènes dits dynamiques et en même temps, les phénomènes mécaniques pour s'accoucher. Et en même temps, ce qu'on appelle les phénomènes plastiques qui sont au centre. On va commencer d'abord par expliquer c'est quoi les phénomènes dynamiques. Les phénomènes dynamiques, c'est l'effacement et la dilatation du col. Donc, l'effacement et la dilatation du col. Et donc, ces phénomènes dynamiques arrivent lorsque on n'est pas encore à la période de l'expulsion. Mais qu'est-ce que le fœtus fait pendant cette période? Je vais vous expliquer. Le col se dilate, elle prend les dilatations, mais en même instant, la mécanique va s'installer. Qui dit mécanique, dit un jeu entre le passager et le passage. Donc, ce jeu va commencer par les phénomènes d'accommodation. Et ces phénomènes d'accommodation vont d'abord adopter un premier pas. C'est d'abord là, ici, nous avons les phénomènes dits dynamiques qui vont comporter ici, les phénomènes mécaniques qui vont comporter ici, il y a d'abord l'orientation dans la mécanique, l'orientation et les amoindrissements. Il faut bien retenir cela, amoindrissement. Donc, le fœtus doit s'orienter. C'est quoi l'orientation? L'orientation n'est autre que le choix des diamètres. Vous voyez, le bassin obstétrical est là. Ici, on le dessine tout doucement, comme ça. Et nous allons mettre les diamètres ici, obliques. Donc, le fœtus avant, arrière, gauche et droite. Le fœtus va venir tout doucement et il va positionner sa tête sur l'un des diamètres obliques. Et le plus souvent, il choisit le diamètre oblique gauche. Donc celui-là, pourquoi le diamètre oblique gauche? Parce que c'est le diamètre qui est beaucoup plus grand que le diamètre oblique droit. Il dépasse le diamètre naturellement à cause de la position antéversée de l'utérus dans le pelvis. Donc il dépasse de 0,50 de diamètre oblique droit. Or le fœtus veut être à l'aise, donc il choisit le plus grand diamètre. Et c'est pas étonnant que la variété la plus facile à accoucher, c'est OIGA. Donc lorsque ce fœtus est en OIGA,
il est très à l'aise. Parce que en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que ici, c'est l'OIGA sur le même diamètre. Ici, c'est l'OIDP. Ici, c'est l'OIDA. Et sur le même diamètre, nous avons l'OIGP. Mais il y a aussi les diamètres transverses qui peuvent être sollicités chez les femmes asiatiques, ce diamètre-là. Le fœtus africain choisit le diamètre oblique gauche, se sentant plus à l'aise. Et pourquoi? Lorsqu'il se met en variété la plus toxique, donc la plus facile à accoucher, il se mettra en EGA. On va le reconnaître par son toucher vaginal. Et comme je dis tout simplement, la rotation est une nécessité absolue. Le fœtus rentre en oblique normalement dans le bassin. Il rentre en oblique et il doit tourner pour se dégager. Et le dégagement ne peut se faire que sur l'axe antéro-postérieur, en avant ou en arrière. Donc lorsqu'il se met en OIGA, il n'aura qu'une rotation de 45 degrés à faire. Tout simplement. Parce que la tête est dans cette position, le corps est dans l'autre position. Il doit harmoniser son crâne, sa tête par rapport à son plan du dos. Donc cette rotation est facile et c'est l'accouchement vraiment le plus facile qu'on puisse rencontrer et plus de toxiques, donc plus facile à accoucher. Et s'il ne se met pas, là, ça vient avec un pourcentage à peu près de 60%. Et après, en OIDP, ça vient avec un pourcentage de 33%. Et il choisit le diamètre oblique gauche, mais en postérieur. Donc, il se met en OIDP. Mais lorsqu'il se met en OIDP, ce n'est pas un choix par hasard. Le plus souvent, c'est des primigestes qui n'ont jamais accouché. C'est des femmes dont l'utérus a été au moins touché, ce qui déforme un peu la cavité utérine. Ils se mettent en postérieur. Et quand ils se mettent en postérieur, la femme, tout simplement, au signe clinique, elle va se plaindre des douleurs de dos à la clinique. Madame, j'ai mal au dos. Elle va se plaindre beaucoup du dos. Et une bonne sage-femme lui dira, ma chérie, mais ça va aller. Sauf que la rotation est un peu plus difficile parce que il va roter. Lorsqu'il rote de façon normale, il va roter de 135 degrés, donc les 45 d'ici et puis les 90 d'ici. Donc il va faire une rotation de 135 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais dans le cas échéant, c'est-à-dire que s'il n'a pas eu tous les mécanismes pouvant l'amener à roter à 135 degrés, c'est plus long, mais c'est plus toxique. Ça veut dire que l'accouchement peut se passer beaucoup plus facilement. Donc, il va roter dans le sens inverse. S'il n'y a pas eu toutes ces chances-là, il va roter plus court et il va se mettre à 45 degrés et venir s'accoucher sur le postérieur. Mais sachez que je vais vous donner les deux différences. La rotation en avant est la plus sûre. Bien qu'il y ait moyen d'incident, elle est la plus sûre. Parce que lorsque la dame accouche, elle va transformer. Parce que lorsque le fœtus se met en OIDP, il faut que je vous explique. Il ne vient pas avec un sommet bien fléchi. C'est les têtes qui n'ont pas pu très bien fléchir qui vont venir se mettre ici en OIDP. Et donc, il va parfaire la flexion et tourner à 135 degrés pour venir s'accoucher sous l'occiput. Et on appelle accouchement normal en OP. Et lorsqu'il a la malchance de tourner en postérieur, vous comprenez, et ce n'est pas une chance, c'est parce que l'OIDP, la tête mal fléchie, donc le diabète et le sous-occipito-frontal, il va plutôt défléchir encore un peu et accoucher en occipito-frontal. Et là, il va faire une rotation de 45 degrés. Mais vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que là, il va solliciter le périnée. Il va sortir en boulet de canon et déchirer le périnée. Et la femme aura des déchirures plus faciles, mais il va naître comme en regardant les yeux vers le mur. Donc on va sortir le front, le nez, le front, les yeux, le nez, la bouche, mais en cette méthode-là, en déflexion. Mais lorsqu'il s'accouche en flexion, on va sortir de la même manière la tête, les yeux, le front, le nez et la bouche, mais il sortira en regardant le sol. Donc, il faut bien écouter les deux différences. En regardant le sol, tête bien fléchie, en regardant le ciel mal fléchi pour se dégager en occipito-frontal. Donc, il va transformer le diamètre qui était à 11 cm sur son crâne et un diamètre de 12 cm, ce qui provoque des graves déchirures de périnée. Voici à peu près les phénomènes préparatoires et je vous ai expliqué à peu près l'expulsion proprement dit. Mais quand la dame
vous allez suivre son travail. Vous allez passer par des étapes. La première étape, c'est qu'après s'être préparé pour s'engager, maintenant, il va subir une rotation, comme je viens de vous expliquer. Cette rotation intrapelvienne est une nécessité absolue. Parce qu'une tête qui n'arrive pas à roter, là, il y a beaucoup de cas de figure. Soit c'est un bassin étroit, et soit les diamètres sont un peu trop grands, et soit ce fœtus a présenté un très mauvais diamètre, donc on n'a pas en fait l'occiput. C'est ce qui pourrait arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut être patient, parce qu'au bout d'un certain temps, si ça n'aboutit pas, on passe à la césarienne. Et c'est pour ça que vous voyez certaines femmes accoucher avec un enfant de 3000 grammes, 2,8 kg, mais la tête ne peut pas sortir parce que les diamètres de présentation ne sont pas compatibles avec le bassin. Ce qui va provoquer alors une sortie anarchique. Et maintenant, nous allons parler un peu de cet engagement-là. Pour reconnaître l'engagement sur le plan clinique, les sages-femmes ont deux méthodes. Soit directement par la méthode de Farabeuf qui dit que lorsque la tête est en train de rentrer dans la filière pelvienne pour venir se mettre au niveau de l'excavation, la tête doit traverser les épines sciatiques. Et la sage-femme va le reconnaître au toucher vaginal par ce signe-là, dont elle ne doit pas au toucher vaginal atteindre la troisième vertèbre sacrée. Parce que ces doigts vont être butés par la présentation. Et là, l'accouchement sera coincé. S'il n'y a pas engagement, 2 heures après la dilatation complète, on arrive à un tableau qu'on appelle dystocie d'engagement. Il faut opérer. Maintenant, si ça ne fait pas 1 heure, on peut laisser la dame dans des postures comme le genou pectoral. On peut laisser la dame comme assise dans la chaise. En fait, tous les mécanismes qui vont amener à écarter les ischions et à agrandir le sous-pubo-coccygien. Et maintenant, je vais vous expliquer. Vous pouvez me donner le bassin qui est là. Je vais vous expliquer en fait comment ça se passe. Donc, l'engagement se passe à ce niveau-là. Vous voyez les 2 épines sciatiques. Vous voyez, il y a un diamètre qui est là, qu'on appelle le diamètre biépineux ou bisciatique, qui fait généralement 10 cm lorsque nous faisons la pelvimétrie clinique. Et si vraiment ce bassin est trop étroit, ben voilà, vous ne pouvez pas accoucher malgré la taille de votre bébé, tout simplement parce que le bébé sera coincé et n'atteindra pas ce niveau. Donc le détroit supérieur ne doit pas être le seul indicateur qui vous dit que la tête est engagée. Là, c'est un phénomène préparatoire. La tête fait le pré-engagement et s'engage réellement lorsqu'on est sur les épines sciatiques. Et quand ça dépasse les épines sciatiques, selon les repères de Farabeuf, on dirait que la tête se trouve à +1 et ou voire plus. Et dans l'ancien langage des sages-femmes, elles diront que la tête est engagée à la partie haute ou à la partie moyenne ou à la partie basse, selon la progression du fœtus. Maintenant, après tout cela, on arrive tranquillement à l'expulsion. Ne faites jamais pousser une dame dont la tête n'est pas arrivée au niveau +4 ou +5. Non, ne faites pas ça. Parce que s'il n'y a pas une concordance entre la physiologie de l'accouchement et le dégagement de la tête, la femme va se fatiguer. Elle va pousser en vain. Et si elle se fatigue, arrivé au moment opportun, elle va pousser un enfant qui pourra naître avec une souffrance fœtale. Donc avec un problème d'oxygénation. Tout simplement parce que la femme était dans une situation assez difficile. Elle ne pouvait plus pousser son enfant. Mais si vous êtes patient, que vous attendez que la tête arrive au moins à +4 et +5, là vous avez gagné. Ce qui veut dire que on préférerait une femme qui dit « Oh, il est en train de sortir » que de lui demander de pousser quand elle n'a pas envie. Je vais vous donner les 4 conditions d'expulsion. D'abord, la première condition, c'est qu'elle doit être à dilatation complète. Et deuxième condition, la tête doit encore évoluer au niveau +4, voire +5. La troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une concordance des axes. Ça veut dire que si l'occiput n'a pas fini sa rotation, de sorte à mettre ce point de repère sous la symphyse pubienne, ne lui demandez pas de pousser. Et la dernière condition, qui n'est pas la moindre, il faudrait bien que la femme ait envie de pousser. Parce que certains qui vont dire, oh, je sens qu'il arrive, le poids est là, madame, il va arriver. Mieux vaut arriver à ce stade-là que de lui demander de pousser quand ce n'est pas prêt. Alors, une fois que la tête est sortie,
Une fois qu'elle a poussé, que la grande circonférence de la tête a atteint l'anneau vulvaire, on commence alors à faire les phénomènes on va juste pour arranger le périnée. Donc, on va amplier le périnée en faisant les demi-circulaires à gauche, à droite, à gauche et à droite. Tout ça parce que le périnée est élastique pour le rendre beaucoup plus souple. Et au fur et à mesure qu'elle pousse, nous, la sage-femme, on ne doit pas assister à l'expulsion sans rien faire. Il faut bloquer la tête, il faut bloquer le fœtus par le haut pour éviter une déflexion brutale. Parce que si vous ne faites rien, le fœtus va défléchir alors la tête avec beaucoup de force et ça peut provoquer aussi une déchirure du périnée en haut à midi. Et n'oubliez pas que les déchirures à midi sont très hémorragiques. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là se trouvent 8000 neurones qui passent par là, par heure, 8000 neurones. Et si vous essayez de la faire pousser sans protéger le haut et qu'elle se déchire, surtout, alors là, si elle a une excision, là, vous aurez affaire à un périnée que vous pouvez même réparer au bloc. Donc, soyez patient. Mieux vaut déchirer que de voir ce bébé sortir de façon anarchique. Et une fois que vous avez mis la tête dehors, ne vous pressez pas. Lorsque la tête est dehors, je vais vous donner un petit exemple de ce que je suis en train de dire. Si la tête arrive là, elle est déjà dehors. Là, on suppose que toute la tête est sortie. Le fœtus va instantanément lui-même faire ce qu'on appelle, il va vous montrer son orientation. Il va faire son orientation à gauche ou son orientation à droite, tout simplement pour vous montrer où se trouve son plan du dos. Malheur au fœtus qui ne va pas vous faire le mouvement de restitution. Et si vous essayez de le sortir en désordre, en vous disant que non, j'ai pris le cœur. Hier, je vous ai fait une démonstration en disant que ce n'est pas parce qu'on prend un cœur à gauche qu'on ne va pas sentir les mouvements à droite. Mais où les mouvements sont plus perçants, vous allez dire que oui, le plan du dos est là. Et vous allez arrimer au plan du dos. Là, le plan du dos est arrimé. Et quand vous voyez là, ce qui reste, c'est baisser fortement la tête. Et quand vous baissez fortement la tête, ce n'est pas par hasard. Il faut qu'on vous dise qu'en baissant fortement la tête, c'est pour mettre l'épaule antérieure sous la symphyse pubienne. C'est à quoi sert ce mouvement? On met l'épaule antérieure sous la symphyse pubienne pour laisser apparaître. Et ensuite, on remonte tout doucement et pour laisser sortir le bébé sans le brusquer. Et quand on termine, on peut enlever l'épaule antérieure, le mettre hors de là et remonter et mettre l'épaule hors de là. Et à ce moment, la sage-femme peut retourner le bébé pour le mettre dorso antérieur. Donc, ce dos doit être au-dessus et elle retire tout doucement l'enfant. Et une fois qu'elle termine, l'enfant est posé, s'il n'y a pas de contre-indication, sur l'abdomen de sa mère. Et on commence maintenant à préparer ce qu'on appelle la gestion active, la troisième phase de l'accouchement, appelée plus communément par toutes les sages-femmes la GADPA. La GADPA n'est pas l'injection. Il faut que je vous précise que la GADPA n'est pas l'injection. La GADPA est un processus. Donc ce processus commence d'abord, de 1, par la mise en confiance de la dame, et 2, par l'injection des ocytociques au niveau soit de la cuisse ou le faire directement en IVD, ce qui permet au placenta lui-même de commencer à faire ce qu'on appelle la rétraction, le clivage naturel. Donc le placenta, normalement, lorsque vous faites ça, le placenta fait le clivage naturel tout seul et vous empaumez le fond utérin et vous allez sortir le placenta. Une fois que le placenta est sorti, ne soyez pas pressé de camper. Vous n'avez pas de raison d'être pressé. Vous regardez le bébé, vous essayez de l'apprécier. Entre-temps, le bébé récupère l'oxygène qui est encore en contact avec le placenta. Et une fois que vous allez voir que le deuxième shunt se ferme, le deuxième shunt se fermera. Et les shunts, c'est au niveau du cœur du bébé. Se fermera lorsque le cri sera beaucoup plus vigoureux. Maintenant, vous pouvez clamper tranquillement et amener l'enfant sur le ventre de sa mère ou donner à l'autre sage-femme pour vous aider. Le placenta est dehors. L'accouchement, en un mot, est presque terminé. Terminé. Parce que la gestion active de la troisième phase a été bien faite. Et je vous dis merci à toutes les sages-femmes. Et si vous voulez bien comprendre ces phénomènes, écrivez-moi inbox. Et comme je suis en même temps sur un direct
TikTok, vous pouvez me rejoindre sur la suite parce que je vais répondre à toutes vos questions et je vous dis merci.